Bonjour à tous, je suis Philippe Fulsac et j'enseigne les mathématiques à l'université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse au Canada. Dans cette lecture, j'aimerais vous livrer quelques réflexions sur un sujet qui me semble riche et intéressant, celui de la complexité. Je vais commencer mon exposé par quelques remarques générales, puis je me pencherai sur un problème mathématique particulier posé au début du XXe siècle pour vous montrer comment les mathématiciens abordent ce genre de questions. Je tiens à préciser que je ne suis pas un expert dans ce domaine et que mon exposé est juste une tentative, que j'espère didactique, dont le but est de vous faire partager l'émotion esthétique que je ressens à évoquer et discuter ce genre de thématique. Alors, je vais vous parler de la complexité le titre de mon exposé, c'est La complexité, voyage au-delà des apparences. Mais qu'appelle-t-on complexité? Comment peut-on la formaliser mathématiquement? Comment peut-on proposer de la mesurer expérimentalement? Considérons quelques exemples. Commençons par nous demander quelle est la complexité des tâches d'apprentissage. Doit-on la mesurer par le temps nécessaire pour l'apprentissage? Ou peut-être comme le nombre de couches nécessaires à la réalisation de cet apprentissage par une architecture de type réseau de neurones profond? Donnons un second exemple. Quelle est la complexité de nos états mentaux? La complexité des tâches réalisées par notre cerveau est-elle moindre pendant notre sommeil? Quelle complexité cérébrale est-elle requise pour qu'un être vivant possède une conscience de sa propre existence, pour qu'il soit capable de générer une représentation mentale de soi? Stéphane Dehaene, ancien mathématicien devenu chercheur en neuropsychologie, est l'actuel titulaire de la chaire de psychologie expérimentale au Collège de France. Il a publié avec Jean-Pierre Changeux, prix Nobel de médecine, un article qui a causé une certaine sensation, à en juger par le nombre de citations. Cet article propose fondamentalement un modèle théorique qui relie la circuiterie neuronale cérébrale à des niveaux de latence indicatrices de la complexité des tâches réalisées. Ici encore, la complexité des calculs et ses implications physiques jouent un rôle clé, même si nous sommes encore loin de comprendre comment les calculs cérébraux sont réalisés. Ce type de modèle a permis de quantifier et de mesurer expérimentalement des niveaux de conscience, un progrès remarquable qui a déclenché une foule de recherches subséquentes. Prenons un troisième exemple. Nos courriels, nos données et les flux financiers sur Internet utilisent les méthodes de la cryptographie mathématique pour sécuriser les transferts et éviter que ces données ne soient utilisées par de tiers parties. Or, ces méthodes fonctionnent aujourd'hui uniquement pour la raison que l'encodage des messages a une complexité faible et que le décodage a une complexité élevée. Ainsi, pour l'essentiel, l'art de la cryptographie consiste à maîtriser des calculs et à estimer leur complexité. Les méthodes d'échange de clés publiques, utilisées en cryptographie asymétrique, reposent soit sur la haute complexité de la tâche de décomposition d'un entier en facteur premier, ou sur un fait équivalent. On verra dans cet exposé, et plus tard dans ce cours, que l'on peut utiliser d'autres moyens, comme le groupe des tresses par exemple, pour réaliser des tâches de décryptage difficiles, ce qui offre une garantie de sécurité. Du moins pour le moment, car l'attaque des systèmes cryptographiques gagne énormément en efficacité si on utilise les architectures de calcul quantique. Ces ordinateurs quantiques peuvent calculer en temps court des solutions à des problèmes de complexité exponentielle. C'est ainsi qu'est née la cryptographie post-quantique, une branche nouvelle des mathématiques qui s'occupe de formaliser les algorithmes d'encryption capables de résister à des ordinateurs quantiques. Je finirai cette introduction en rappelant comment les mathématiciens ont essayé, au début du XXe siècle, d'encercler et de littéralement prendre au piège l'ensemble de toutes les théories mathématiques. La tentation du tout, d'ériger les mathématiques en savoir total, pour ne pas dire
totalitaire s'est d'abord manifesté dans le programme de Hilbert, mathématicien allemand éminent du début du XXe siècle. Selon lui, l'ensemble des mathématiques reposait sur la fondation solide de ces axiomes. Le logicien allemand Kurt Gödel a formulé le théorème d'incomplétude en 1930 qui démontre que tout, et j'insiste, tout système d'axiomes cohérents mène à des énoncés qui ne peuvent ni être démontrés ni réfutés. Les mathématiques sont donc condamnées à être incomplètes. Ce résultat a mis le feu aux poudres et poussa les logiciens et mathématiciens à préciser davantage quels énoncés pouvaient être calculables. En découlèrent les travaux quasi contemporains et parallèles d'Alonzo Church, qui développa ce qui s'appelle le lambda calcul, et d'Alan Turing, qui mit au point le premier modèle théorique d'ordinateur capable de calculer tout ce qui est calculable. La thèse de Church postule que l'on connaît et que l'on peut caractériser toutes les fonctions calculables. Plusieurs approches sont possibles pour définir cette classe universelle de fonctions. On peut définir et utiliser des fonctions récursives, des machines de Turing ou des automates. On peut démontrer que toutes ces approches sont équivalentes. En gros, ces fonctions calculables représentent tous les programmes possibles qu'un ordinateur quelconque peut exécuter pour faire des calculs. L'étude des notions de complexité va connaître un nouvel essor avec les travaux remarquables de l'école de mathématiques russe, sous la houlette du remarquable mathématicien Andrei Kolmogorov, dans les années 1960-1970. Alors, il faut dire que Kolmogorov était actif bien avant cela, hein, et donc là, on parle de la fin de sa carrière. Et Kolmogorov a eu un très grand nombre d'élèves qu'il ne dirigeait pas réellement, mais auxquels il donnait des problèmes difficiles à résoudre. Euh, et, et évidemment, il choisissait ses élèves parmi les personnes les plus brillantes dans son entourage et les plus motivées. Kolmogorov et ses élèves, notamment le fameux Vladimir Arnold, introduisent donc dans les années 60, fin des années 50, fin des années 50, années 60-70, ils introduisent plusieurs nouveaux concepts. Et nous les verrons à l'œuvre tout à l'heure, hein, dans le traitement du 13e problème de Hilbert, après cette introduction. Mais pour le moment, mentionnons les travaux de Kolmogorov sur la définition formelle de la complexité des objets et des lois du hasard. Kolmogorov a été le premier à poser les bases axiomatiques de la théorie des probabilités déjà en 1930. Ce sont ces axiomes que l'on enseigne aujourd'hui partout dans le monde quand on explique le calcul des probabilités aux étudiants dans les lycées ou les universités. Et oui, le hasard se calcule. Comment un programme, objet déterministe, peut-il générer une suite de nombres aléatoires ou presque aléatoires? Comment peut-on vérifier que la suite ainsi générée possède les propriétés requises pour représenter au moins approximativement une suite choisie au hasard? Quelle est la complexité de cette tâche? Peut-on utiliser ces constructions pour réduire la complexité connue d'autres tâches de calcul? Voilà quelques questions que cette école s'est posée. Mentionnons aussi qu'une autre école, notamment là sous la direction, je dirais, implicite du fameux mathématicien Paul Erdős, donc on parle de l'école hongroise, hein, a su tirer parti du hasard et du calcul des probabilités, précisément pour aborder la construction d'objets mathématiques à l'aide de méthodes totalement nouvelles inspirées du hasard. Alors, dans ces années,
apparaissent de nouveaux objets étranges en lien avec, des recherches sur la théorie de l'information. Par exemple, Kolmogorov invente une manière de définir la complexité d'un objet quelconque, une image ou une suite de symboles. Il parle de complexité algorithmique ou de complexité aléatoire. Notez bien l'association entre hasard et algorithmique dans ce tandem de mots. La complexité de Kolmogorov, ou K-complexité, relativement à un langage de programmation donné, et la taille du plus petit algorithme écrit dans ce langage qui engendre cet objet. On peut facilement démontrer que la K-complexité, complexité de Kolmogorov, n'est pas calculable. Il n'existe pas de programme informatique qui prenne en entrée un objet quelconque et retourne la valeur de la K-complexité de cet objet. Dans un esprit similaire, Gregory Chaitin, mathématicien américano-argentin, définit sa fameuse constante oméga au cours de ses réflexions sur les liens entre complexité et hasard. Cette constante est un nombre réel dont les chiffres sont équidistribués, donc distribués de manière uniforme, égale. Aucun chiffre n'a plus de chances d'apparaître qu'un autre, qui exprime la probabilité. Alors ces chiffres, cette suite de chiffres, cette constante, exprime la probabilité qu'un programme aléatoire s'arrête. Alors ce nombre est curieux puisqu'il a beau être défini sans ambiguïté, il n'est pas calculable au sens de Turing ou de Church. Aucun programme, aucune machine ne peut écrire le nombre oméga, si l'on accepte la thèse de Church. Et c'est ce que font la plupart des mathématiciens. Il semble donc étrange que les mathématiciens définissent des objets dont ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas calculables. En un certain sens, ils n'ont pas le choix. Le calcul et l'algorithmique possèdent des sortes de limites infranchissables. On voit ces limites à l'œuvre lorsqu'on cherche à résoudre des tâches bien trop complexes. Peut-être devrait-on dire infiniment complexes. Ainsi, aucune machine de Turing ne peut déterminer, c'est-à-dire calculer, si un programme quelconque fourni en entrée va s'arrêter. Le bât blesse, là où le bât blesse, c'est dans le mot quelconque, et c'est ce mot qu'il faut retenir. On est trop gourmand. Si l'on se restreint à un repas plus frugal, par exemple en délimitant adéquatement la classe de programme fournie en entrée, le calcul est possible. Kolmogorov s'est aussi beaucoup intéressé aux relations entre mathématiques et physique. Il était un spécialiste des modèles d'écoulement fluide turbulent. Après tout, on lui doit la fameuse loi en 5 tiers, hein, ou la fameuse loi qui régit la cascade d'énergie turbulente, ce qu'on appelle le spectre de Kolmogorov. Ce spectre de Kolmogorov décrit, en un certain sens, décrit la dynamique générale des fluides turbulents. Et dans cette dynamique, il y a des transferts d'énergie. Essentiellement, l'énergie contenue dans les tourbillons, qui sont les plus gros, se transfère par des mécanismes non linéaires, se transfèrent aux tourbillons plus petits, qui eux-mêmes les transfèrent aux tourbillons plus petits, etc. Et l'énergie se dissipe par viscosité dans les tourbillons les plus petits. Et Kolmogorov a décrit cette dynamique dans ce qu'on appelle l'espace de Fourier qui décrit le fluide. Et ce spectre de la turbulence a été évidemment mesuré et on a pu en trouver des confirmations expérimentales. Or, ces régimes d'écoulement, donc écoulement turbulent, impliquent aussi des limites de calcul infranchissables. Notamment, on ne peut pas prédire l'avenir de l'état de ces systèmes au bout d'un temps long, car la dynamique de ces systèmes est trop complexe. On voit encore le lien ici entre calcul et complexité. Les trajectoires deviennent chaotiques.
Elles se répartissent dans l'espace des faces, dans des régions que les mathématiciens appellent attracteurs, ou peut-être remplissent l'espace des faces. C'est ce qu'on appelle l'ergodicité. Ainsi, les équations différentielles d'évolution précises ne changent rien à la donne. Le hasard et le mouvement chaotique des particules sont la conséquence même de la complexité de la dynamique. On voit encore apparaître, réapparaître ainsi, une relation entre le hasard et la complexité. La complexité du vivant est en partie due à sa diversité. On peut encoder et calculer cette complexité en utilisant la théorie de l'information, notamment dans des termes proposés par Claude Shannon. La biodiversité peut donc être quantifiée par une quantité qu'on appelle l'entropie de Shannon. On peut par exemple utiliser cette entropie pour comparer deux écosystèmes. On peut donc utiliser l'entropie de Shannon pour comparer la biodiversité de deux systèmes. De manière similaire, Kolmogorov et Sinai ont introduit une nouvelle notion d'entropie dite entropie métrique, notée K ou KSE pour Kolmogorov-Sinai's entropy, qui permet de décrire la complexité des systèmes dynamiques. Cette entropie a été initialement introduite par Kolmogorov en 1958, puis de manière indépendante par Sinai en 1959. Rappelons que Sinai était un élève de Kolmogorov. Kolmogorov démontra alors que son entropie métrique est un invariant qui caractérise les systèmes dynamiques et que l'on peut s'en servir pour les comparer. Le parallèle avec la comparaison des écosystèmes est évident. On peut par exemple utiliser l'entropie métrique pour montrer que deux systèmes dynamiques ne sont pas conjugués. S'ils n'ont pas la même entropie métrique, ils ne peuvent pas être conjugués. Par conjugaison, on entend par là que les deux systèmes ne peuvent pas être déduits l'un de l'autre par, disons, changement de coordonnées. L'étude des propriétés intrinsèques des systèmes dynamiques, en dehors du détail de leur évolution, remonte à Henri Poincaré et à Gareth Birkhoff. Ils ont fondé ce qu'on appelle la dynamique symbolique, qui s'intéresse à l'étude des propriétés structurellement stables du système, telles que le décompte et la stabilité des orbites fermées en mécanique céleste. Rappelons que le mathématicien Laplace avait cru avoir démontré la stabilité éternelle du système solaire. Après Poincaré, cette vision des choses a changé de manière dramatique. Le système solaire fournit un exemple de système potentiellement chaotique sur le long terme. Et si vous êtes intéressé par ces propriétés du système solaire au long terme, le mieux est de lire et de consulter les travaux de Jacques Lascar, qui est vraiment l'expert en la matière. Expert français, mais aussi expert au niveau mondial. Alors, ces questions de stabilité, d'études de stabilité des systèmes solaires, hein, elles sont intéressantes, notamment lorsqu'on veut coordonner, par exemple, ou calibrer les horloges astronomiques par rapport aux horloges géologiques, hein. On sait que la Terre, la Terre s'est formée il y a environ 4 milliards d'années, donc au sein du système solaire, hein. Et donc, si on veut pouvoir mesurer précisément et dater précisément les événements, il faut, dans des époques reculées, telles qu'il y a 500 millions d'années ou 1 milliard d'années, là, on s'intéresse vraiment à des propriétés en temps long. Et donc, les cycles, comme les cycles de Milankovitch, les cycles de précession, de nutation, etc., les propriétés du système solaire ont potentiellement été différentes à l'époque, hein. Et alors, donc Laskar s'est préoccupé justement d'appliquer ces idées, hein, ces idées sur les systèmes chaotiques et de regarder ces questions de stabilité au long terme, soit
dans le passé, soit dans la prédiction du futur du système solaire. Alors, l'étude des mouvements des planètes est donc très compliquée et les mathématiciens, préfèrent des modèles plus simples. Donc ils se sont tournés vers d'autres modèles et le modèle le plus simple, c'est tout simplement, de regarder comment un point peut se déplacer ou évoluer sur une simple trajectoire fermée ou un simple cercle ou sur un tore. Alors c'est ainsi que Danjois a cherché à comprendre et à classer toutes les transformations ou dynamiques sur le cercle et à répertorier et caractériser toutes les classes de conjugaison des systèmes dynamiques sur le cercle. En 1932, Danjois a utilisé le nombre de rotations comme un invariant topologique, hein, donc on voit cette importance de cette notion d'invariant et a pu démontrer que tout homéomorphisme du cercle, qui a un nombre de rotations irrationnel, est conjugué au prototype le plus simple du système dynamique, à savoir une rotation du cercle. Si l'on se rappelle qu'une rotation équivaut simplement à l'addition d'un angle constant, on voit ainsi comment l'introduction d'invariants peut drastiquement changer la description de la complexité d'un système. Je pose ici quelques secondes afin que vous puissiez mesurer l'importance de ce qui vient d'être dit. On voit donc émerger le rôle des transformations et des invariants dans la discussion de la complexité des objets ou des systèmes. Un des buts des mathématiciens sera donc de créer des structures algébriques pour manipuler à la fois des classes de transformation, leurs invariants et là où les notions de complexité qui leur sont attachées. Voilà, c'est là que je terminerai cette introduction et dans d'autres vidéos, je commencerai à vous, je continuerai ce périple, dans l'exploration de la complexité et mon but sera simplement de vous, faire voyager, à travers un problème très particulier qui est le 13e problème de Hilbert. C'est l'étude de ce problème, et de la littérature associée à ce problème qui m'a motivé à faire cette série de vidéos. Je vous remercie.